Connu dans la salle. Ça fait quelques années que je tourne autour de l'open source, essentiellement autour des modèles économiques et du financement. Je suis ancien de la maison Capgemini et acteur du premier dossier du ministère des Finances sur le support logiciel libre. Ça rappellera des souvenirs aux anciens. Ensuite, je suis passé par la case Capital Risque et j'ai cofondé une... Ouais. Et je suis cofondateur d'un fonds de capital risque qui s'appelle Open Capital. Et si j'arrive pas à projeter... Alors j'ai essayé de faire deux choses à la fois, c'est-à-dire projeter et en même temps, est-ce qu'il y a des questions sur le financement et la commercialisation? Parce qu'il nous reste 15 minutes, donc ça va aller très très vite. Est-ce qu'il y a des choses qui vous voulez qu'on aborde pendant la présentation? Ou est-ce que vous savez déjà tout? Après plutôt. Après? Ah, c'est pas drôle. Ouais, j'écoute. On dirait pas comme ça, mais j'écoute. Bonjour. Non, mais faut pas meubler. Faut Bon, pas... je savoir s'il y avait... Sinon, je sais très bien mimer mes slides. Il n'y a aucun problème. Non, c'était à propos des licences, justement. Est-ce que dans votre fonds, par exemple, la notion de licence a une importance, la licence open source? Ouais. Est-ce que c'est comment... Ok, très bonne question, que j'avais pas prévu d'aborder, donc du coup c'est cool pour en parler. Bon, je vais démarrer en attendant de voir si mon Mac est compatible avec le PC. En général, non. Puis moi, je suis pas compatible avec les PC, donc j'envoie souvent des ondes négatives. Donc maintenant que je me suis présenté et que j'ai pris une question, on peut y aller. La question auquel on va essayer de se confronter, c'est comment on finance et c'est compliqué. Voilà, ça va être plus simple. Voilà, 1, 2. 1, 2. Voilà. Donc la question auquel on va essayer de se confronter, c'est comment on finance et comment on commercialise de l'open source en Europe aujourd'hui. Alors je vais exclure, et c'était de toute façon pas prévu dans la presse, le listing de toutes les façons, de tous les modèles économiques et de tout comment on peut financer un projet open source. Il y a des très bons travaux qui ont été faits, systématiques je pense en particulier sur les modèles open source, a fait beaucoup de travail. Donc vous prenez... Notre ennemi préféré, Google, vous tapez financement open source et vous trouverez plein de choses sympas. Donc moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est me focaliser sur ce qui me semble être peut-être pas un problème, mais en tout cas des incompréhensions de l'écosystème français et de l'écosystème européen, première chose. Donc essayer d'être un peu incisif sur ce sujet-là. Et deuxième chose, vous donner des pistes de choses qui sont en train de changer en Europe et qui sont en train de changer profondément. J'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'être dans l'open source depuis très longtemps. Pour la petite histoire, en 96, j'ai dit que Linux n'avait pas d'avenir. Donc mon côté visionnaire, on pourrait le mettre de côté. Mais ça fait quand même un moment que j'y suis. Et je vois depuis quelques années des choses qui sont en train de changer profondément l'écosystème européen et en particulier au niveau du financement. Donc maintenant que j'ai retrouvé ma presse, si tout va bien. Première chose, je voudrais faire la différence sur les différents projets open source. C'est un sujet qu'on ne voit pas souvent. Je perds des slides. Bon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. S'il est possible d'afficher plutôt le PowerPoint que le PPT, pour ceux qui... Je fais un PPT, je suis désolé. Non. Alors, on est reparti. Bon, là, c'est le PDF, il me faudrait le PowerPoint. C'est pas bien, je sais. Il y a deux types de projets open source et souvent on ne fait pas la différence. Ou en tout cas, on ne va pas jusqu'au bout de la différence. La première sont les projets qui sont pilotés par la communauté. Ce qu'on va appeler communauté driven. Alors attention, derrière communauté, c'est pas forcément pas d'argent, c'est pas forcément les valeurs du libre, c'est pas forcément tout ça. C'est juste que le développement du logiciel se construit sur une communauté d'abord naissante et puis qu'on va entretenir et qu'on va développer. Et vous verrez qu'en termes de financement, ça change des choses. On ne finance pas ce type de projet. Donc il y a un petit problème de passage, donc je veux bien le PDF du coup. Désolé, je n'avais pas prévu de faire bosser. Donc premier type de projet, community driven. Deuxième type de projet, alors j'ai des exemples, je vous essaie de vous donner tout à l'heure. Le deuxième type de projet sont les projets qui sont product driven. C'est-à-dire des projets sur lesquels le produit prime. Il prime sur la communauté, il prime sur le développeur, c'est un produit. Alors l'exemple typique qu'on a en France, c'est Talend. Développé dans les années, alors j'ai pas révisé avant de venir, mais ça a dû commencer dans les années 2007-2008, je pense, de mémoire. Talend, ça s'est construit comme un produit. C'est deux mecs qui sortent d'une SS2I, qui voient que Business Object ça le fait pas, qui voient la mouvance Aura, qui reconstruisent un ETL, trouvent 4 millions d'euros à travers deux business angels qui ont fait fortune attachés d'Asso Systèmes, je crois, de mémoire, et qui vont à fond, et ils prennent un product marketing, et ils vont interroger 20 DSI,
Et il développe sans communauté, sans parler à personne. Il sort du code, un an après, ça commence à sortir, et là, ça s'emballe. Donc ça, c'est un exemple typique de projet qui est piloté par le produit. Ça reste de l'open source, on en reviendra sur le sujet des licences tout à l'heure. Licence open source, tout ce qu'on veut, néanmoins, il n'y a pas de communauté. Donc il y a cette différence fondamentale, et vous verrez que sur le financement, voire même sur les modes de commercialisation, merci, hein, je suis retrouvé ma phrase, super. Donc voilà quelques exemples. Je mets Bluemind dans le product centric. Pour moi, Bluemind s'est construit sur une vision produit, alors même si le chemin a été un peu tortueux, on en arrive tous là. HashiCorp qui vient de rentrer en bourse, hein, je vous engage à regarder les metrics pour ceux qui s'intéressent au sujet, c'est assez bluffant. Donc les Terraform, les consuls, hein, HashiCorp est derrière tout ça, ils ont eu dès le départ une vision produit. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une communauté derrière, hein, ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y a pas une communauté qui se construit. Néanmoins, ce sont des projets qui sont vus comme des produits. Donc ça, c'était mon premier message. C'est cette différence entre ces deux types de projets. Et après, on parlera des différences et d'ailleurs du modèle de licence parce que malheureusement, il y a un impact. Alors quand il s'agit de commercialiser, il y a deux... Alors c'est hyper schématique évidemment, hein, en 20 minutes, on ne va pas faire toute l'histoire, mais vous avez une première façon qui est un peu la façon qui est en train de s'imposer en Europe, qui s'est imposée aussi aux États-Unis, mais pour des raisons différentes. En Europe, pardon. Alors c'est d'abord en Europe et maintenant en France, hein, c'est arrivé dans ce sens-là. Première méthode, première ligne, la première chose, vous construisez votre communauté, et ensuite vous vendez aux développeurs, sell to developers. C'est-à-dire vos développeurs, ils téléchargent le produit, ils le regardent, putain, le truc est bien foutu, ça s'installe nickel, je comprends ce que ça fait. Ah bah la doc je l'ai, ah bah j'intègre, ça marche, je le mets dans mon projet, hop, ça y est, c'est parti. Donc ça, c'est une mouvance dans l'open source qu'on a eu beaucoup, des projets comme ça, il y en a beaucoup, donc le fameux bottom-up adoption. Et vous construisez ensuite votre machine de sales et de marketing. C'est-à-dire la machine qui vous sert à vendre au sens traditionnel. Donc finalement, votre premier acte pour vendre, c'est de construire une communauté et de séduire les développeurs. J'ai un exemple typique, une boîte lyonnaise qui s'appelle Traffic Labs, pour ceux qui connaissent, hein, qui font un peu d'architecture microservices, concurrent de Kong, de Nginx, etc. Traffic Labs, ça a été développé par un monsieur qui s'appelle Émile Vosges, 34 ans, il travaille dans une ESN, il est tout seul. Il travaille dans l'ESN, il a le support de son patron, Karl Azouri, qui prend un peu du capital. Émile continue de travailler tout seul, il développe Traffic Labs. Il va récupérer un de ses potes, c'est le deuxième développeur. Il lève, je ne sais plus, 30 000 € pour payer les bureaux et les avocats. Ensuite, il lève 1 million d'euros, il recrute 10 développeurs de plus. Ensuite, Balderton rentre au capital, met 10 millions d'euros et il recrute des développeurs. Donc vous avez 11 millions d'euros injectés dans la boutique, il n'y a que des développeurs. Pas un marketeur, pas un sales, personne, que des devs. Ça, c'est l'exemple typique du modèle de développement, de commercialisation de cette mouvance-là. On code, on construit la communauté, et puis on verra bien ce qui en sort. Les 11 millions d'euros, alors, je ne sais pas si Émile m'en voudra, mais les 11 millions d'euros ont été levés, il n'y avait pas beaucoup de chiffre d'affaires dans la boîte. Hein. Je ne vous ai pas parlé de chiffre d'affaires, je ne vous ai pas parlé de revenus, je vous ai parlé d'une communauté, de croissance de la communauté. Vous regardez la courbe GitHub, hein, ça vous donnera une idée de l'adoption du produit. Voilà. Ça c'est probablement ce qui, pendant longtemps, nous a manqué. Pour plein de raisons, on ne l'a pas très bien fait en France, on le faisait assez mal en Europe. Maintenant, c'est des modèles qu'on commence à bien connaître. Et puis, il y a une deuxième stratégie, qui est plus la stratégie talent, en termes de commercialisation. Je ne veux pas y revenir, je ne vais pas y passer trop de temps. C'est que vous commencez à construire votre machine marketing et commerciale avant de construire votre produit. Je suis un peu taquin avec Talent, c'est pas vrai. J'étais dans la maison Capgemini quand Talent a commencé de rentrer. Moi, j'ai vu les mecs du marketing et les mecs du channel avant de voir le produit, quoi. On m'appelait, on m'envoyait des emailing, on m'expliquait que Talent c'était super bien, que je en avais besoin sur tous les projets qu'on délivrait, etc., etc. Bon, il y avait quand même un produit, puisqu'ensuite les techs, quand ils prenaient le produit, ils disaient c'est super, c'est une librairie, on la met, ça marche, et en plus ça coûte rien. Donc néanmoins, le premier contact que j'ai eu avec ce type d'organisation, vous pouvez, enfin Confluent dans la mouvance Kubernetes, c'est un peu comme ça aussi, c'est des gens qui vont d'abord envoyer du sales et du marketing avant d'envoyer de l'équipe de dev. Bon, c'est un modèle qui est connu, donc après je répondrai aux questions, mais... Alors il y a un truc, parce qu'on parle de l'Europe, et je vous l'ai dit, je voulais me focaliser sur les choses que vous ne pouvez pas trouver sur Google, qui sont des sujets qui malheureusement, alors on a longtemps discuté avec certains d'entre vous, des sujets qui sont absolument incompris de la communauté, en particulier de la communauté open source française. Il y a dans la communauté open source française une espèce de sentiment, alors je ne sais pas si c'est un problème de légitimité, d'histoire, de boulet traîné, je ne sais pas, mais c'est on nous aime pas, le gouvernement nous aime pas, les intégrateurs nous aiment pas et on est tout seul dans notre coin. C'est vrai, hein, techniquement c'est vrai. Il n'y a rien à dire autour de tout ça. Ça fait 20 ans que tout le monde essaye de se battre pour que ça change un peu. Ça commence un peu, mais on en est loin. Mais il y a un truc qu'on a complètement raté et
J'ai vu quelques boîtes y arriver. Alors, j'ai pas de secret. Je vais pas vous sortirai pas de cette presse en vous disant ça y est, je sais comment ça marche, mais je vais essayer de vous donner des points. Est-ce que vous êtes conscient que si vous prenez l'Allemagne et la France, on est les deux pays, après la Chine et les États-Unis, qui ont le plus de grands comptes dans le monde? On n'est pas un petit pays. LVMH, Total, Schneider, Veolia, Essilor, on a des leaders mondiaux. Leaders mondiaux, ça veut dire que c'est des gens qui ont des gros besoins, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, pas forcément très rentables, en tout cas ils ont beaucoup d'argent, et qui sont présents partout dans le monde. Et du coup, ça a généré une deuxième type d'acteurs. Alors c'est souvent, quand je le dis, tout le monde est surpris. Dans les 10 premiers intégrateurs mondiaux, il y a 2 Français. C'est pas normal. Hein. On est 70 millions. Bon, c'est vrai qu'on est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, ça justifie. Mais Capgemini, Atos, c'est pas normal qu'on soit dans le classement. Il y a les Indiens, il y a les Américains, il y a tout le monde. Enfin, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Parce qu'il y a les grands comptes aussi. Et il y a un écosystème qui s'est construit entre les grands comptes qui ont besoin de partenaires globaux et ces sociétés qui ont démarré dans les années 70 en vendant un bonhomme, 2 bonhommes, 3 bonhommes et qui aujourd'hui se retrouvent à 200 ou 300 000 personnes. Ces acteurs-là, alors évidemment, dans le monde open source, là aussi, il y a débat, et c'est pas pour minimiser le travail de sociétés comme Smile, il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans l'open source, qui ont fait un boulot de dingue en termes d'évangélisation, et qui donc ont permis à ces grands comptes de réaliser qu'il y avait des acteurs sérieux, que l'open source, c'était pas qu'une bande de beatniks qui développait du code, mais qu'on pouvait, on pouvait avoir du support, que parfois c'était même mieux, le support était mieux que ce qu'on avait dans le monde propriétaire. Je vous rappelle la refonte de Voyage SNCF après que le DSI soit fait virer parce qu'il a mis 12 heures à trouver un mec chez Oracle qui arrivait à trouver comment gérer correctement un load balancer. Hein, c'est une histoire vraie. Hein, il n'y avait personne chez Oracle qui savait comment le truc a été développé, parce que Voyage SNCF, c'était un sujet un peu important, il y avait beaucoup de volume. Voilà, dans l'open source, ça roulait. Hein. Pour ceux qui connaissent, ça a été refait en Drupal avec un frontal. Enfin, tout ça roulait très bien parce qu'on sait ce qu'on fait quand on a de l'open source. Donc, des boîtes comme Smile ont réussi à structurer cet écosystème. Mais la réalité, c'est que la force de frappe, elle est chez les intégrateurs, chez les gros intégrateurs. Capgemini, 250 000 personnes. Donc, ça déroule. C'est ces gens-là qu'il faut embarquer. C'est ces gens-là, à un moment, qui vont se retrouver en face de Thales et qui vont avoir à répondre aux besoins de Thales. Et le développeur ou l'architecte qui est en face va dire, mais tiens, j'ai besoin d'un ETL. Tiens, je suis en environnement Java. Bah, tiens, je vais mettre Talent. Et c'est encore une histoire vraie. Hein. C'est comme ça que Talent est rentré sur un projet Thales. C'est parce qu'il y a un développeur qui avait besoin d'une librairie pour faire ce que fait Talent et il l'a intégré. Donc, au lieu d'essayer d'aller voir le chef de Capgemini et le chef d'Atos en disant, on ne m'aime pas et on va faire ensemble une stratégie open source pour développer l'open source en France, ce qui est peut-être maintenant plus acceptable, hein, comme il y a quand même une évolution au niveau des politiques, peut-être que maintenant ça aussi c'est jouable. Mais surtout, attaquez-le par le middle. Tous ces architectes, ces développeurs, faites-en des ambassadeurs, embarquez-les. Alors ce ne sont pas forcément des gens qui vont développer, l'intégrateur il ne va jamais vous payer parce qu'il a une tension sur les marges qui fait qu'avant qu'il sorte de 1 000 € pour financer la moitié d'un patch, ça va être compliqué, ça va être 25 signatures. Vous ne battez pas là-dessus. Battez-vous sur les gens qui, sur les propositions commerciales, choisissent quelles sont les technologies qui vont être intégrées. Alors évidemment, ce n'est jamais les grandes technologies. Le client, il a sa propre urbanisation, sa propre stratégie. Ce n'est pas en attaquant par le bas que vous remplacerez Microsoft par LibreOffice. Hein, ça ne marchera pas comme ça. En revanche, par le bas, en particulier si vous êtes sur l'infrastructure, vous arriverez à commercialiser auprès de ces gens-là. Ce n'est pas eux qui vont vous rémunérer, mais c'est eux qui vont accélérer l'adoption côté client. Donc en fait, la bonne stratégie de commercialisation en Europe, et en particulier quand on est français, c'est une chance énorme, hein, avoir des boîtes comme ça, c'est assez rare. Hein. Vous prenez les Allemands, ils n'ont pas ça, vous prenez les Anglais, ils n'ont pas ça. C'est de prendre en tenaille. Par le bas, c'est un produit qui sait être accepté par ce middle management ou ce bottom management, les développeurs, comprendre votre produit et l'embarquer, mais il faut vraiment les gérer. C'est comme c'est du channel, quoi. C'est des gens que vous mettez dans l'emailing, vous vous adressez à eux, vous faites des meet-up pour eux, vous les adressez. Puis le haut de la tenaille, c'est évidemment votre client. Il faut toujours parler au client, hein, c'est pas l'intégrateur qui va aller vendre votre produit, ça marche pas très bien ça. Donc il faut prendre l'intégrateur en tenaille et faire que votre client soit convaincu que votre produit est bon. Donc ça, c'est le premier message, c'est n'oubliez pas les intégrateurs. Et j'ai malheureusement, même s'il y a plein de belles histoires aussi autour de ça, hein, je pense qu'on a une chance en France, c'est qu'on n'a pas ça ailleurs, et c'est une chance vraiment extraordinaire. Ensuite, si on parle de financement, ça c'est la dernière chose sur laquelle je voudrais me focaliser. Là encore, il y a des très bons docs qui circulent partout sur comment on finance de l'open source, donc c'est pas le sujet. Et j'apporte les licences juste après, hein, j'ai pas oublié. Première chose, c'est le sponsoring. Alors je suis un peu surpris, parce qu'en France, c'est un truc, ça fait un peu rigoler à chaque fois. Non, il y a des gens qui font des centaines de milliers de dollars de financement de projets open source en particulier. Souvenez-vous du cas OpenSSL, hein, pour ceux qui sont un peu
Voilà, c'est un truc développé par un mec à un moment qui dit bah, écoutez, j'arrête parce que je ne gagne pas assez ma vie. Donc ça a généré quand même dans la mouvance anglo-saxonne pas mal de réflexions autour de ça. Et vous avez aujourd'hui des outils. Alors, le truc qui est en train de s'imposer, c'est le programme sponsor ambassadeur chez GitHub. Alors, on n'aime pas, Microsoft, pas Microsoft, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un flux d'argent qui va chez les contributeurs open source grâce à ce type de mécanisme-là. Donc, si vous êtes sur un projet piloté par la communauté, j'en reviens à mon premier slide, piloté par la communauté, que votre but dans la vie, c'est pas forcément de changer l'univers de l'informatique mondiale et ou de devenir très très riche. Vous voulez juste vous éclater avec votre bande de potes pour faire un super soft open source utilisé le plus possible. C'est un très très bon. Il y a des bons modèles. Moi, je suis assez fan de GitHub parce que quand je regarde un peu les projets, je trouve que ça rentre pas mal. Mais il y a plein d'autres systèmes. Collective est pas mal pour ceux qui connaissent aussi. J'aime bien, même si c'est un peu plus confidentiel. Donc n'oubliez pas le sponsoring, c'est pas notre culture française. On n'a pas l'habitude du sponsoring. Nous, le sponsoring chez nous, ça s'appelle les subventions et la commande publique. Ça marche aussi, hein, il faut pousser là-dessus, il ne faut pas lâcher. Mais le sponsoring avec le client américain qui vous envoie un chèque de 50 000 $ parce qu'il est content de votre produit, ça existe vraiment, j'en ai vu quelques-uns passer. Enfin, c'est pas un chèque d'ailleurs, mais ça marche quand même. Alors ensuite, là on va attaquer le modèle, la partie licence. Je suis désolé, j'ai pas mis GoFast, c'est pas bien, j'aurais dû. J'ai honte, hein. Là j'ai vraiment honte. Mais c'est des slides un peu vieux en fait, pour rien cacher. Deuxième chose, un truc un peu con, c'est de se faire financer par ses clients. Alors ça, des fois, c'est un truc qu'on oublie. Alors on veut les subventions, on va aller candidater au concours, je sais pas quelle région, pour aller gagner 10 000 ou 20 000 euros. On va à un moment, ils payent. Il y a 3 modèles. Moi, il y en a un et demi que j'aime beaucoup. Après, c'est très personnel. Le modèle que je vais appeler type support, je mettrai GoFast là-dedans. C'est un peu un abus de langage, mais vous intégrez, vous faites ce que j'appelle une distribution. Voilà, vous faites une distribution, c'est votre responsabilité. Pour répondre à la question de tout à l'heure, le métier qu'il fait, tout le monde peut le faire. Ça va juste prendre du temps et beaucoup d'argent. Donc après, chacun joue. Mais en général, c'est celui qui code qui gagne. Ça, c'est une grande règle que j'ai appris dans l'open source. Il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui... Voilà, moi le premier, hein. On est tous super. À la fin, celui qui gagne, c'est celui qui code, parce que celui qui code, il progresse. Celui qui progresse, il a des clients. Après, il monétise des utilisateurs, pardon. Après, il a éventuellement une difficulté à monétiser ses utilisateurs. Mais en tout cas, celui qui code gagne. Et dans ce modèle de support à distribution, donc vous intégrez, hein, c'est ça, c'est le modèle Red Hat. Alors moi, je ne l'aime pas du tout, celui-là. Il est très capital, il est capital intensive, il est difficile à financer. Vous dépendez beaucoup des autres. Et puis la petite blague, mais elle commence à être éculée parce qu'elle ne marche plus, c'est qu'à la fin, on code, et c'est IBM qui rachète, quoi. Parce que quand vous regardez la pile de ce qu'a racheté IBM, il y a quand même pas mal. C'est pas mal, hein, d'être acheté par IBM, c'est juste ça casse un peu la dynamique. Le modèle Open Core, qui est maintenant le plus connu, je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. Vous développez un produit open source avec une communauté, vous avez un produit qui est complètement libre de droits d'utilisation, de commercialisation, etc. Et vous développez au-dessus du monitoring, de l'audit, de la sécurité, du patching. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Ce modèle, il est compliqué parce qu'il faut satisfaire votre communauté tout en créant de la valeur pour vos clients, déclencher de la mécanique d'achat chez vos clients. Donc là, il faut quand même des commerciaux. C'est un modèle qui est compliqué à tuner. C'est le modèle américain, il le maîtrise maintenant extrêmement bien. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez autant de boîtes financées dans l'open source. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le nombre de boîtes dans l'open source financées depuis 2 ans, c'est monstrueux. Je crois qu'on est à 2 milliards par an en termes d'injection de cash. Donc ça devient les introductions en bourse aujourd'hui, il y en a une partie, ce sont des boîtes qui viennent de l'open source. Tout ça, ça vient de cette mouvance-là, cette culture américaine de trouver la bonne création de valeur pour la communauté et le client. Je vous cite quelques exemples. On en a quelques-uns en France. Hein. Bon, Trafic dont j'ai parlé, Strapi, que j'aime beaucoup, même s'il y a encore beaucoup de boulot. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et il y a celui qui est à côté, mais pour moi, c'est un peu le même modèle. C'est juste la monétisation qui change. Vous financez vos clients soit parce que vous vendez un modèle core, c'est-à-dire un modèle enterprise avec des fonctions que vous n'avez pas dans la version community. Par contre, il faut vraiment rester avec un modèle community. Hein. Pour ceux qui se souviennent d'Alfresco, ça a été l'échec majeur d'Alfresco. C'est qu'à la fin, il y avait plus de valeur fournie pour le client que de valeur fournie pour la communauté. Donc ça peut marcher. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. Le modèle SaaS, donc, qui est le dernier modèle, mais qui n'est pas loin du modèle open core, c'est de fournir de l'hébergement, des services à valeur ajoutée au-dessus de votre logiciel. Et là, on en revient à la discussion qu'on a eue pour GoFast. L'exemple type Elasticsearch, par exemple. Qui est plutôt dans le modèle open core, mais qui a maintenant une offre SaaS anciennement pilotée par un Toulousain, d'ailleurs. Elasticsearch, vous voyez Amazon arrive. Amazon arrive, prend Elasticsearch, distribution, il colle ça sur AWS et il dit on fait 2 fois moins cher que Elasticsearch. Alors tout le monde dit c'est la fin d'Elasticsearch. Non,
cercle continu. Ils sont jamais autant vendus que depuis qu'Amazon. Pourquoi? Ça légitime la communauté, ça légitime le produit. Puis les développeurs, ils sont chez Elasticsearch, hein, ils sont pas chez Amazon. On n'est pas, si vous suivez le cas Rust, hein, toute l'équipe Rust quasiment a été débauchée par Amazon. Donc là, effectivement, on peut dire que Rust est une technologie qui est en train de devenir une technologie Amazon. En revanche, du côté Elasticsearch, les développeurs, ils sont chez Elasticsearch et la vitesse, elle est chez Elasticsearch. Donc même s'il y a le mastodonte Amazon qui écrase le marché, bah, Elasticsearch continue de vivre. Donc c'est un modèle qui marche bien, ce modèle SaaS, qui est de fournir. L'autre exemple, c'est Automatic, qui est issu de WordPress. Ils vendent du plugin, hein, quand vous regardez. Alors il n'est pas public, mais quand vous regardez le compte de résultat d'Automatic, qui est donc la boîte créée par le fondateur de WordPress, ça vend du plugin à $29. Hein. Et ça en vend beaucoup. Donc ça marche bien. Vous avez Akuya dans la mouvance Drupal. Akuya est le pendant et la boîte commerciale qui a été montée par le fondateur de Drupal. Peut-être pas elle a tout à fait le même genre de réussite, mais voilà, ça a touché les 200 ou 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant du digital asset management, en vendant des produits au-dessus de Drupal. Bon, ça n'a pas toujours été très heureux, mais en tout cas dans l'idée. Donc voilà un peu sur être financé par les clients. Et puis oui, j'ai presque fini. Il y a l'intervenant suivant qui est dans la salle ou pas? Ah oui, il y a la table ronde. Ouais, ah oui, donc je vais vraiment accélérer, c'est dommage, c'était plus drôle. Donc je vais passer les slides. Hop. Comme ça, on peut avoir des questions. Ouais. Oui, du coup j'ai oublié les licences. Le sujet des licences, là, il est important. Parce que... Ouais. Ouais. Ma conviction profonde, mais on en discutera hors table, c'est un faux sujet. Le vrai sujet, c'est où sont les devs et votre célérité. Les licences, alors il y a des modèles qui sont connus, hein, voilà, ça ne mérite pas plus de 2 jours de réflexion. Tant que les développeurs sont chez vous, tant que la propriété intellectuelle est chez vous, tant que la vitesse de production est chez vous, il y a quelques exemples de produits qui ont été forkés, que le fork s'est retrouvé avec plus de valorisation ou plus de chiffre d'affaires que celui mais c'est hyper rare. La réalité, c'est que c'est le développeur qui est le roi, enfin le développeur au sens noble du terme, hein, celui qui contribue à la roadmap et qui exécute la roadmap. Donc pour moi, le problème des licences, j'aurais tendance un peu à le mettre de côté. Il ne faut pas le négliger parce que, effectivement, ça peut avoir des impacts. Il y a des fois des utilisations que vous n'anticipez pas de votre produit et ça peut vous amener des problèmes légaux sur certains territoires. Mais la bonne stratégie, à mon avis, de ce que j'ai vu, c'est vous gérez le problème quand il arrive. Quand vous recevez la lettre de l'avocat américain qui vous explique que votre produit a fait crasher un avion et que ça va vous coûter $1 milliard, c'est à partir de là que vous vous mettez à réfléchir. Pas avant, parce que les cas, vous ne les connaîtrez pas avant. Et c'est assez facile de se faire peur avec ces licences. Il y a un très bon talk d'un VC américain qui s'appelle Andreessen Horowitz, dont j'ai d'ailleurs quelques slides, mais que je ne vous montrerai pas. Regardez sa presse, il explique ça très bien. Il dit c'est important, mais c'est au moment de la bataille. Quoi. Voilà, ça ne vaut pas trop le coup de passer avant. Promis, j'ai vraiment fini, ou presque. J'ai eu la chance de travailler pour des VC. J'ai créé un fonds de capital risque qui est dédié à l'open source. Ça, c'est un sujet qui est absolument incompris en France. Et j'y arrive pas, hein, ça fait des années, enfin Pierre me connaît, ça fait des années que je dis ça. Un capital risqueur n'est pas un banquier, donc on arrête d'aller voir un capital risqueur en disant finance-moi mes trucs, tu vas voir, ça va être génial, mon produit va être super. Ça peut marcher dans certains cas, c'est très rare. Un capital risqueur, il n'a qu'une seule obsession, c'est à qui je vends. Les 10, 15, 20% de la boîte. Donc c'est ça votre financement, hein. C'est pas du client, c'est pas votre communauté, vos utilisateurs qui financent, c'est vous vendez votre ownership, vous vendez une partie de votre boîte, hein. C'est aussi con que ça. Il va jamais se mettre dans votre gouvernance, si vous êtes mauvais, c'est pas son boulot de vous piquer votre boulot. Un VC, ça bosse pas, je le sais, je l'ai été, hein, donc ça bosse pas, ça vous fait bosser, ça prend du capital. Par contre, ça n'a qu'une obsession, c'est les actions que j'ai achetées, à qui je vais les vendre dans 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Il n'y a que 2 façons de vendre. Vous vendez à un autre fonds, alors un autre fonds ou un industriel, pour moi c'est un peu la même chose. Voilà, ou alors vous allez à une introduction en bourse. C'est pas possible en Europe aujourd'hui. Il y a quelques contre-exemples, mais c'est pas possible. Aller à l'IPO aujourd'hui en Europe, pour plein de raisons que j'ai pas le temps d'aborder, on ne peut pas jouer à ça, donc du coup on peut pas avoir les valos délirantes des Américains. Donc la seule question auquel vous devez répondre quand vous allez voir un VC, alors ne répondez pas tout de suite, hein, laissez le VC poser la question, c'est mon projet open source, finalement, qui va me le racheter? Donc ça veut dire que mentalement, vous êtes déjà dans cette logique-là. Hein. C'est là où des fois je trouve on se ment en France. Si on va voir les VC, mais en fait on ne veut pas lâcher du capital, et puis la vente c'est sale, et puis l'argent c'est pas bien, et puis le VC va me piquer. Non, le VC il est bête. Il n'y a pas plus bête qu'un VC. Je vous dis, j'ai fait ce métier-là, et voilà, et je revendique. Notre boulot, c'est de détecter des bons produits qui vont être à un moment rachetés par un concurrent, un industriel, par un autre fonds, voire aller en bourse. Donc du coup,
n'allez voir un VC que si vous êtes dans cette logique-là. En revanche, il y a un écosystème qui s'est structuré comme jamais. Vous avez aujourd'hui, regardez, Strapi, c'est Accel qui est rentré. Accel, c'est un des plus gros fonds américains. C'est pas des amateurs. Hein. C'est pas des gens qui vont sur un projet juste parce que c'est drôle. Ils y vont parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Oui, c'est pour ça que je les cite. C'est un exemple typique. Alors Andreessen Horowitz l'a fait mais Accel, vous avez Creadum qui vient de rentrer. Ils viennent de mettre. Alors ils sont pas seuls, mais ils ont mis 17 millions d'euros dans une boîte qui s'appelle Wusterfront, qui est une boîte polonaise qui fait un framework front autour de l'e-commerce pour simplifier. Le fondateur de Vue est dedans. Il y a un écosystème qui est en train de se construire en Europe. Donc c'est absolument pas difficile de lever de l'argent aujourd'hui quand on a un projet open source. Modulo, ce que je vous ai dit, c'est donc qu'il faut que le VC ait l'impression que vous allez dominer le monde et que quelqu'un va vous racheter très très cher. Donc ça correspond à un type de projet très très particulier. Voilà, je suis désolé. On peut peut-être faire la question. S'il y a Allez, une question, puis après à votre disposition, voilà. Évidemment, je suis intarissable sur le sujet. Pas de questions? Bon, c'est pas normal ça. Si, ça arrive doucement, mais ça arrive. Moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez abordé avec Alfresco et la fameuse frontière un peu dangereuse entre ce que l'on reverse dans la communauté, enfin la valeur que l'on reverse dans la communauté et la valeur que l'on garde pour soi-même. Vous pouvez expliquer un petit peu plus? D'abord, c'est juste que c'est dur intellectuellement. La valeur que vous créez, elle est déjà compliquée à comprendre. Enfin, je sais pas vous, moi, j'ai travaillé dans pas mal de contextes. C'est toujours difficile de comprendre la valeur qu'on crée vraiment pour l'utilisateur, le décideur, etc. Quand on vend, je sais pas, une messagerie collaborative, un grand compte français, il y a toute une strate d'enjeux différents, de valeurs créées différentes selon que vous parlez au DSI, au patron, voilà. Donc déjà, intellectuellement, c'est dur de comprendre quelle est votre valeur. Et ensuite, vous multipliez parce qu'en fait, il faut créer de la valeur pour le développeur, il faut créer de la valeur pour la communauté, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et il faut créer de la valeur pour l'utilisateur, voire client final. Donc la première difficulté, elle est là. Et là, alors là, c'est du jus de cerveau, c'est se confronter, c'est organiser des meet-up. La communauté, alors c'est un peu un contre-exemple parce qu'ils ne sont pas tous réussis, mais la communauté Drupal est un très bon exemple de ça. C'est des meet-up par continent. Alors je dis pas, faut pas toujours, c'est pas l'objectif quand on a. Mais se confronter à sa communauté, aller voir ses clients, aller voir les intégrateurs, construire un écosystème d'intégrateurs, les écouter, qu'est-ce qui leur manque. Et ensuite, la bonne clé d'arbitrage, c'est de regarder en fait vos courbes d'utilisateurs, c'est-à-dire combien de développeurs téléchargent et installent, et si possible vous suivez la prod, c'est-à-dire il n'y a pas que le téléchargement, vous suivez la croissance de votre communauté, vous surveillez la croissance de vos utilisateurs et vous surveillez la croissance de vos clients. Et les courbes, elles doivent se développer à peu près à la même vitesse. Si vous en avez une qui est en train de prendre le pas sur l'autre, beaucoup plus de clients, ça c'est le modèle Alfresco. Pas de problème, Alfresco, ils ont eu plein de clients. Hein. Bon, on a vu ce que ça a donné. Ils n'ont pas changé le monde du DMS. Hein. Je ne suis même pas sûr que ça a enrichi les fondateurs. Enfin, si un peu, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y avait trop de clients. Il n'y avait plus de communauté. Et d'ailleurs, ça a forqué. Donc ma réponse, elle est 2 ordres. 1, c'est du jus de cerveau et c'est dur. Et 2, surveillez vos courbes sur les 4 dimensions. Développeurs, communauté, utilisateurs et clients. Et s'assurer que tout ça, ça se développe à peu près à la même vitesse. Très bien. Allez, une dernière. Non, enfin, c'est juste sur Elasticsearch, en fait, qui a fermé ses sources, suite à un petit peu la bataille contre Amazon. Donc, alors, fermer ses sources, je ne suis pas complètement d'accord avec le sujet, mais en tout cas, a durci les conditions d'utilisation. Oui, il y a la clause à mettre en disant si tu fais beaucoup d'argent avec du cloud, machin, etc., tu m'en dois un peu. Mais c'est un peu ce que je répondais, c'est de la réponse. N'anticipons pas ce type de problème. Quand ça arrive, vous avez toujours des tas d'avocats qui seront ravis de vous trouver une solution. Ça coûtera juste un peu cher. Mais oui, il y a des contre-mesures à prendre. Très bien. Bon, à votre disposition, dehors, si vous avez des questions. Autour d'un Merci café. à vous. Merci beaucoup.